Oui, à partir du moment où on avait politiquement décidé que la meilleure issue pour le pays était d'accepter d'aller vers des élections législatives conditionnées par un certain nombre, bien sûr, de balises. À partir du moment où c'était cela notre choix, il fallait se donner les moyens pour aller concrétiser cette décision-là. Ça a commencé par le recueil des signatures. C'était une période, je le reconnais, éprouvante, difficile, parce que nous sommes un parti politique qui, malgré sa présence médiatique, n'avait pas encore eu l'occasion de tester sa base dans les wilayas, n'avait pas eu encore l'occasion de voir quel est son poids à l'intérieur du pays. Vous savez très bien comment ça se passe. Tous ceux qui ont une vie dans un parti politique le savent. Vous avez beaucoup de courage, il y a de l'engagement, il y a de l'ambition, mais devant des situations difficiles, ce n'est pas très simple. Nous avons quand même réussi à réunir sur une cinquantaine de wilayas l'équivalent de 38 000 signatures, dont malheureusement plus d'un tiers, je pense, ont été annulés. Et là, on rentre dans un autre problème. L'autorité nationale indépendante pour les élections, qui a géré cette opération, elle-même est très récente, de création récente, n'a pas d'expérience par le passé. L'ANI a voulu jouer une transparence totale et donc elle a mis en place un système des logiciels qui déterminent tout. C'est la machine qui détermine et ce n'est plus les hommes. Et lorsque vous vous présentez au niveau de la délégation de l'ANI, au niveau de la wilaya, ils vous réclament un CD dans lequel sont répertoriés l'ensemble des signataires que vous avez par ailleurs présentés sous forme de parrainage physique. Ils mettent le CD dans le système informatique et immédiatement, s'il y a des noms en doublon, ils vous font tomber les noms de votre liste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que beaucoup de listes de candidats, qu'ils soient dans les anciens partis essentiellement ou même des candidats libres, beaucoup d'entre eux sont dans les institutions locales, dans les mairies, dans les... Et comme vous le savez, on est en Algérie, ils peuvent se servir, quand c'est possible, de fichiers disponibles, etc. Or, comme ils ont la facilité pour avoir ces listes-là, ils les présentent à l'ANI et ça devient, les premières listes deviennent les listes étalons. C'est-à-dire toutes les listes qui viennent après et qui comportent des noms qui sont déjà présents dans la première liste, ils font tomber les noms dans la liste qui suit, mais pas dans la première liste. Et ça, on en a beaucoup souffert, parce que nous, il nous fallait un minimum de temps pour réunir et recueillir les signatures une à une. Il fallait aussi accéder à la légalisation qui pose un problème. Tout le monde sait qu'il n'y a pas un engouement populaire pour les élections et que donc beaucoup de gens qui donnent la signature sont prêts à vous signer le document mais n'ont pas envie de se déplacer à la mairie, présenter la carte d'identité, faire parfois attendre, faire la chaîne. Et donc, ce que tout le monde a fait, on réunissait les documents globalement, puis on les menait au niveau de la mairie pour légaliser. Et là, on a rencontré beaucoup de difficultés. On savait très bien que pour certains, c'était légalisé sans aucun souci, pour d'autres, c'était beaucoup plus difficile, c'était notre cas. Il est vrai que l'ANI a proposé que d'autres puissent légaliser, parmi, par exemple, les huissiers, les notaires, et d'autres catégories de fonctionnaires. Malheureusement, ces catégories de gens, de professions, c'est des professions libérales. Ces gens n'ont pas le temps de mettre à côté leurs clients et de légaliser des parrainages
où il faut que les gens se présentent. Bon, vous imaginez, dans un cabinet de notaire, il a ses clients pour traiter des affaires de notariat, et puis il va leur dire non, non, arrêtez, j'ai une file de 50 personnes, je vais leur signer, légaliser leurs documents, et gratuitement, puisque la loi exigeait gratuitement. Donc petit à petit, les gens ont compris que ce n'était pas une voie fiable. Donc voilà, difficulté à légaliser. Ça a donné plusieurs tours d'avance aux partis politiques qui avaient des élus locaux auparavant. Et à Jil Jadid, on a été très désavantagé par ce phénomène-là. Donc ensuite, au niveau de l'ANI, on nous fait tomber beaucoup trop de noms, parce que semble-t-il, ils avaient déjà signé par ailleurs pour d'autres listes, ce qui n'était pas le cas. Nous avons eu même des cas où le candidat lui-même a vu sa signature tomber, c'est-à-dire qu'elle avait été utilisée auparavant. Bon, je comprends qu'au niveau de l'ANI, puisqu'il y avait eu des logiciels assez compliqués, ils ne peuvent pas remettre ça en cause, parce que s'ils interviennent d'un point de vue humain, ils interviennent à bon escient parfois, et ensuite on libère la voie à d'autres. Nous avions dû subir cet état de fait. La conclusion est que le jeudi 22 avril, à midi, la date limite de dépôt des listes, Jil Jadid avait eu ses 25 111 exactement signatures à ce moment-là, mais on avait encore d'autres signatures en cours puisque le chiffre a changé depuis. L'essentiel, c'est qu'on avait gagné notre pari. Donc on sera présent jusqu'à présent, on a déposé 50 listes, dont 4 listes à l'étranger, c'est-à-dire les 4 circonscriptions électorales. Il y a France Nord, France Sud, les Amériques et le reste de l'Europe, et également Monde Arabe, Asie, Afrique. Donc nous avons déposé les 4 listes, toutes des listes qui répondent aux critères de la loi, tous des universitaires. Nos listes sont à 90% des universitaires, alors que la loi exigeait le tiers. Majoritairement jeunes, au-delà de ce qu'avait exigé la loi, pratiquement à la parité pour femmes. Donc nous sommes contents pour cette première phase, d'autant plus que lorsqu'on approchait les gens pour les signatures, malgré toute la pression qu'il y avait, les gens acceptaient avec bonne humeur de nous signer, ce qui était un bon signe. Reste un bémol, je suis obligé de le dire, nous n'avons pas eu le plaisir et la chance d'avoir une liste à Béjaïa. On le regrette. Moi, je comprends très bien que cette région, pour des raisons multiples et souvent légitimes, qu'elle se sente lésée, qu'elle n'est pas contente du pouvoir, etc. Mais je pense aussi que c'était du droit des partis politiques qui sont représentés dans cette région et des citoyens de cette région qui ont un autre point de vue, même s'il devait être minoritaire, qui doit être respecté. Nous avons une liste à Tizi Ouzou, nous avons une liste à Bouera, nous avons une liste à Bou Merdes, à Alger, etc. Celle de Béjaïa, plusieurs de nos militants qui étaient candidats au dernier moment et sur pression ont dû retirer leur dossier. Et ça, je le regrette. Non, ce n'est pas la région qui est antidémocratique. Il s'est formé pour des raisons tout à fait compréhensibles et légitimes. Il s'est formé une forme de rejet du politique parce que cette région a considéré qu'elle a été marginalisée et essentiellement sur le plan identitaire. Comme vous le savez, tout est réaction et contre-réaction.
Et donc, il s'est formé des élites locales euh, qui se sont radicalisées avec le temps. Et encore une fois, moi, je ne les critique pas en tant que tels, mais je pense qu'il y a d'autres voies qui seraient plus porteuses pour l'avenir. Et je peux le dire aussi, je l'ai écrit et je l'ai dit, il y a un courant d'extrême droite identitaire qui s'est développé dans cette région. Et ce courant, comme il s'en développe dans beaucoup d'autres pays, pas uniquement là, est un courant qui va bien au-delà de la réclamation de la reconnaissance de la dimension linguistique, culturelle et pour certaines particularités de la région. Je rappelle qu'à Jil Jadid, depuis la création, dans notre programme, nous avions inclus dès la création du parti la reconnaissance en tant que langue nationale et officielle de Tamazight. Et nous avions toujours défendu cette région-là lorsqu'elle a subi des excès de langage par d'autres courants politiques. Mais je dois aussi le dire que sur les derniers temps, nous avions subi, en tant que Jil Jadid, des attaques incompréhensibles et extrêmement violentes de la part de certaines élites que j'ai qualifiées d'extrême droite identitaire. Et je le regrette d'autant plus que, quoi qu'il en soit, la Kabylie est une composante essentielle de l'Algérie et qu'il ne peut pas être imaginable de construire un autre État ou un autre pays dans cette région-là. Ce n'est ni physiquement, ni culturellement, ni sociologiquement, ni humainement, ni rien ne peut le justifier. Et donc, au nom d'une utopie que portent certains groupes, s'attaquer à ceux qui ont un projet qui est au contraire consensuel, qui a donné depuis toujours, qui a tendu la main fraternelle à cette région, qui a compris ses propres souffrances, attaquer ces partis-là est un non-sens et n'est pas, comment dire, ni raisonnable ni efficace. S'il y a une région dans laquelle j'ai fait beaucoup de conférences, c'est bien la Kabylie. Rien que la dernière année, en 2019 et sur 2020, j'ai dû faire au moins 6 conférences à Béjaïa. J'en ai fait à Tizi Ouzou, dans plusieurs régions, à Bouera, etc. Et donc, à Jil Jadid, nous n'avons absolument aucun problème de type idéologique ou ethnique ou culturel avec cette région. Beaucoup de nos cadres proviennent de cette région-là, qu'ils soient ici au niveau de la direction nationale. Le premier secrétaire était un ancien membre du FFS. Nous avons beaucoup de cadres qui étaient au FFS anciennement et qui nous ont rejoints. Je pense que c'est le moment d'apaiser ce type de relations et que je réitère, ce n'est absolument pas la région en tant que telle, ce n'est pas la Kabylie. Moi, j'y vais fréquemment, j'ai passé même mes vacances familiales puisque on ne pouvait pas aller ailleurs. Donc j'étais en Kabylie, les gens sont extrêmement, comment dire, vous reçoivent avec beaucoup de générosité, ils sont compréhensifs. Il n'y a aucun souci, mais le problème c'est qu'il y a un courant idéologique qui veut pousser cette région vers des positions extrêmes. Et je pense que ce n'est pas de l'intérêt de l'Algérie en tant que telle, et ce n'est pas de l'intérêt de cette région. Bon, je pense que le MAC regroupe des cadres. Je ne sais pas jusqu'à quel degré la majorité pense vraiment aller jusqu'au bout du slogan ou de la dénomination. Mais je pense que beaucoup d'entre eux est une façon de manifester leur mécontentement par rapport à
à la situation qui a été faite à la Kabylie et surtout par le passé. Mais certains éléments du MAC sont porteurs d'un discours qu'on ne peut pas accepter. Et il faut le dire sincèrement, parce qu'il alimente les tensions. Et on a vu comment ces derniers temps, comment le MAC s'est retrouvé au centre de polémiques et où beaucoup de citoyens, même des activistes politiques qui ne sont pas du MAC, mais qui sont dans la région, qui ont été amenés à se solidariser du MAC, alors que sur le fond, ils ne sont pas d'accord avec son objectif. Et donc, ce type d'opération est contre-productif. Il faut au contraire aller vers de la pédagogie, il faut aller vers la fraternité, il faut aller vers l'ouverture, il faut aller vers l'explication que, bien entendu, cette région-là a droit à défendre sa culture, sa langue, qu'elle participe à la vie nationale sans aucune, sans aucune discrimination, et c'est le cas. Il faut le dire. Beaucoup de cadres, qu'ils soient politiques, économiques, qui viennent de cette région et qui vivent paisiblement partout dans le pays. Bien sûr qu'il peut y avoir des réactions d'incompréhension, il peut y avoir, mais je pense qu'il y a toutes les bonnes raisons pour travailler à apaiser ce problème-là de part et d'autre et à sortir de ces courants identitaires qui sont aussi de l'autre côté. J'en ai parlé du courant identitaire, d'extrême droite identitaire, dans ceux qui sont pour une amazirité radicale, mais il y a aussi un courant arabiste identitaire et d'extrême droite. Et on l'a vu à l'œuvre. Et ça, il faut mettre une fin à ce type de comportement, mais par le dialogue, par la démocratie. La démocratie, c'est essentiellement cette capacité à être tolérant avec un avis contraire au sien, sans stigmatiser, sans incriminer, sans accuser de trahison. Il faut accepter, nous sommes dans une situation extrêmement complexe, mouvante, difficile. Je comprends pour certains, ils sont déchirés, mais c'est le moment où il faut faire passer la sagesse avant l'intérêt personnel. Et si vous permettez, je rajoute une seule chose. Nous avons tellement été accusés de trahison et d'avoir tourné la veste et de ce type de discours et d'opportunisme. Sincèrement, franchement, lorsque le pays était sous le sérum de l'argent, lorsqu'il y avait de l'argent qui coulait à flot, qu'il y avait une bonne partie de la population était contente de sa situation, que les partis politiques acceptaient le pseudo-jeu démocratique et acceptaient les quotas, etc. Vous pensez que Djil Jadid n'aurait pas pu profiter et être opportuniste? Nous avions considéré à ce moment-là qu'il fallait réveiller les consciences, qu'il fallait coûte que coûte attirer l'attention des citoyens que la voie dans laquelle on était dangereuse pour l'avenir du pays. Et nous avions pris beaucoup de risques. Ce n'est pas pour étaler ici les choses, mais dites-vous bien qu'en 2016-2017, boycotter, sortir dans la rue, faire des manifestations, lorsque le pouvoir était au sommet de sa puissance, ce n'était pas donné à tout le monde. Et puis du coup, une fois que le peuple a compris qu'il est sorti en masse dans la rue, qu'il réclame le changement, c'est tellement facile de se mettre là au milieu de la population, de répéter les slogans et de dire le peuple crie, je crie avec le peuple, et de préserver son image. Alors que aller à contre-courant, essayer d'apporter de vraies solutions de fond, mettre au péril sa propre image, si c'est ça de l'opportunisme, je pense qu'il faut réviser notre approche. Je pense que l'opportunisme, c'était ceux qui étaient députés du temps de Bouteflika et qui aujourd'hui
font montre d'un excès de zèle dans le radicalisme. Mais quand on était dans les moments faciles dans l'opposition et dans les moments difficiles, on essaye d'aller à contre-courant pour construire l'avenir. Je pense que c'est l'inverse de j'ai vu que le MDN, dans un premier communiqué, avait qualifié ce mouvement de terrorisme et qu'il a rapidement changé et qu'il a mis un mouvement séparatiste. Je pense que c'est plus raisonnable. Maintenant qu'il y ait des personnes à l'intérieur du MAC ou sous couverture du MAC qui peuvent être aussi dans des agendas autres que celui du MAC et qui peuvent appeler à la violence ou passer aux actes, ce n'est pas exclu. Je rappelle simplement qu'il y a eu un premier discours donné par le premier responsable du MAC qui laissait penser à tous qu'il y avait l'intention de monter des structures de contrainte, puisque c'est le terme qu'il avait. Et ça crée des confusions. Même s'il n'avait pas l'intention d'aller jusque-là, mais je pense que ce type de discours crée de la confusion, peut entraîner certaines catégories de jeunes qui sont en difficulté, peuvent s'accrocher à ce type de choses. La situation étant compliquée, n'oublions pas qu'il y a eu un autre mouvement qui lui aussi a été accusé d'actes de terrorisme, et il faut le reconnaître, qui jette de l'huile sur le feu depuis maintenant plusieurs mois, en tout cas depuis le Hirak. C'est un mouvement qui a fait en sorte de liquider tout autre opposant qui portait un autre discours, qui est passé du takfir au takhwin, qui a agi avec des moyens qui ne peuvent pas être des moyens de simples militants, qui essaye d'imposer son idéologie sous couvert d'un discours de démocratie. Tout ça ne passe pas. Et arriver à aller vers un objectif, créer le chaos dans le pays pour pouvoir ensuite changer la nature de l'État algérien, ça c'est aussi inacceptable. Donc quand vous avez un État qui est pris en étau par des extrêmes, chacun pour ces raisons-là, l'État est en situation de monopole de violence et il doit défendre un minimum de stabilité pour le pays et jouer à la victime tout en voulant créer le désordre est une méthode qui n'est pas bonne. Il y a eu des propositions de dialogue qui ont été systématiquement refusées, il y a eu des ouvertures qui ont été systématiquement refusées. Ensuite, on inverse le discours pour dire que c'est l'autre qui refuse tout changement, l'autre refuse le dialogue. Non, il faut rester cohérent et il faut surtout assumer et être responsable de ses positions. Parce que c'est trop facile de dire une chose et son contraire, juste pour se donner le beau rôle, mais entre-temps, on a fait des dégâts dans la société. Nos ambitions sont celles d'un parti politique qui a conscience qu'il apporte un vrai projet politique pour l'Algérie, un projet qui peut préparer un consensus dans le pays. Mais nous savons aussi que l'électorat est très perturbé, qu'il y aura de toute façon un taux d'abstention conséquent, que la confiance n'est pas encore là, que les gens n'écoutent pas encore ce qui se dit. Le réflexe systématique est de classer tout le monde dans le même sac et de refuser tout le monde. Mais je pense que petit à petit, on reconstruira avec d'autres une institution qui gagnera en légitimité, qui remettra les citoyens en confiance. C'est notre pari, c'est ce qu'on souhaite. Donc, cette élection-là sera pour nous l'occasion, je l'espère, non seulement de prendre plus d'ampleur dans le pays, mais de sortir avec un groupe représentatif à l'intérieur de l'Assemblée qui nous permettra d'abord de défendre cette voie vers la modernité et la démocratie
où on se retrouve pratiquement les quelques rares représentants, hein. Je ne vais pas dire le seul, Djil Jadid, le seul représentant, mais probablement parmi ceux qui sont les plus en vue de ce courant-là dans cette course. Il faut défendre cet état de droit à construire, même si beaucoup de nos amis restent boycotteurs, mais je pense que demain ils seront preneurs s'il y a une évolution positive pour le pays. Je ne pense pas qu'ils soient dans un état d'esprit destructeur où ils veulent tout casser, mais au contraire, par leur pression, ils espèrent qu'il y ait une évolution positive, mais cette évolution positive doit être portée aussi à l'intérieur des institutions. C'est pour cela que nous disions, il faut que l'esprit du Hirak qui est dans la rue doit être transféré ou translaté à l'intérieur des institutions pour réellement pousser au changement à travers les institutions. C'est ce que nous essayons de nous assigner, c'est ce que nous ferons en tout honneur. On le fait sur la base de nos principes, sur la base de nos convictions. J'espère que les Algériens vont comprendre qu'il faut sortir de ces discussions trop simplistes et trop faciles où ils alignent les gens comme ça, pro-pouvoir, anti-pouvoir, opportunistes, pas opportunistes. Il faut qu'ils réfléchissent un peu plus profondément et qu'ils comprennent que nous sommes porteurs d'un projet. On ne va pas réclamer la majorité aujourd'hui, on ne l'aura pas et on n'est pas à ce stade-là. Mais nous travaillons pour que notre projet devienne majoritaire dans le pays avec le temps et qu'il puisse offrir réellement une issue salutaire et d'avenir pour le pays. Oui, alors rappelez-vous, dès la venue du président de la République, assez rapidement, il m'avait reçu, comme il avait reçu d'autres personnalités politiques, ce n'était pas exclusif, et j'avais très rapidement posé la question des détenus du Hirak à ce moment-là. Et le président de la République avait promis qu'il ferait tout son possible dans le cadre de la loi pour alléger ces peines-là. Et très rapidement, il y a eu la libération de plusieurs hirakistes qui avaient été mis en prison parce que tout simplement, ils avaient porté l'emblème MSR. La réaction de ceux qui parlaient au nom du Hirak, là aussi, il faut faire beaucoup de distinguo. Le Hirak n'est pas quelque chose d'unique et d'homogène, et ceux qui parlent le plus ne sont pas forcément représentants, et encore moins de l'ensemble du Hirak. Mais ceux-là avaient refusé en disant que ces détenus étaient des détenus à tort, ils étaient détenus de manière illégitime, donc les libérer, ça ne compte pas. Ce n'est pas un pas, ce n'est pas une ouverture. Pour nous, le président est illégitime et on ne veut pas parler avec lui. Il libère les détenus, c'est son affaire à la limite. Bon, j'ai trouvé déjà que c'était une réaction excessive. Le président n'avait rien à voir avec les arrestations avant son élection. On peut porter un regard critique sur l'élection en elle-même, vu les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé, etc. Ça, c'était de leur droit. Mais refuser de le rencontrer et refuser d'accepter la libération des détenus comme étant un geste de bonne volonté, c'était fermer la porte à toute possibilité de dialogue. Il n'empêche, malgré les salves de critiques que j'ai subies à ce moment-là et que le parti avait subies, nous avons persisté et c'était à ma demande, j'ai été le revoir à la fin du mois de mai. Et je n'avais pas rendu public à ce moment-là ma position, la rencontre en tout cas, et ça a coïncidé avec, comme souvent, avec une fake news me concernant, ayant déformé des propos que j'ai tenus sur une chaîne satellitaire étrangère où j'avais expliqué que l'ampleur des détenus d'opinion n'était pas celle que l'animateur voulait présenter.
C'était une chaîne à ce moment-là qui appartenait à un pays un peu en conflit par rapport à l'Algérie sur la Libye. Mais j'avais dit que oui, en Algérie, il y a des détenus politiques, mais pas de l'ampleur décrite par le journaliste. Ils ont déformé mes propos en m'accusant d'avoir nié la présence de détenus politiques. Ce qui m'avait amené alors à révéler ma rencontre avec le président de la République qui venait de se dérouler et la promesse qu'il m'avait tenue, qu'il avait donnée pour la libération au moins de 2 noms, de 2 personnes. Quand je l'ai annoncé à l'opinion publique, c'était des attaques absolument odieuses, y compris de certains de ceux qui ont bénéficié de la libération et de leurs avocats. Ce qui me paraissait un comble, puisque les avocats me reprochaient de m'être immiscé dans des procédures judiciaires et donc que le politique n'avait pas le droit d'intervenir. Alors que tout le monde disait que c'était une arrestation politique et qu'on devait en finir politiquement. Et là, il y a eu des campagnes où Rachad, le courant identitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, certaines des personnes, pas toutes, qui avaient bénéficié de la mise en liberté, leurs avocats, des journalistes, c'était insensé. C'est absolument inacceptable. Bon, on l'a assumé, mais depuis, on s'est dit, puisqu'ils ont besoin de prisonniers pour nourrir leur fonds de commerce, hein, la réalité est là. C'est que ceux qui ont voulu être des porte-parole du Hirak ont utilisé toujours pour mobiliser les citoyens, pour mobiliser l'opinion internationale, pour mobiliser les organisations non gouvernementales, ils devaient avoir besoin de détenus politiques. Ce qui était en soi une erreur de la part du pouvoir, de garder surtout des gens qui n'avaient rien fait, mais c'était aussi un levier de chantage de la part de ces gens-là, puisque à chaque fois que le pouvoir libérait des détenus, il leur était répondu vous l'aviez fait parce que nous avions fait pression. Donc, nous arrivons par la pression à vous défaire. Et donc, on va appeler à une plus forte mobilisation et l'escalade pour vous faire tomber. Et donc, cette logique systématique où on doit entraîner le bras de fer ne pouvait aboutir qu'au durcissement de la position de l'État. Et je vous le dis sincèrement, si j'étais moi-même, si je devais prendre une décision, je n'accepterais pas qu'on entraîne le pays dans un désordre au nom d'une liberté débridée qui n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, je suis libre de faire ce qui me plaît, y compris de vous attaquer et de détruire les gens. Non, ça, ce n'est plus ni de la démocratie, ni l'état de droit, ni de la justice. Donc à partir de ce moment-là, on estime qu'on n'a plus à intervenir dans des cas de ce type-là. Et surtout lorsque les personnes qui sont impliquées dans cela, et je regrette profondément pour eux, mais lorsque elles-mêmes vous critiquent sur ce sujet-là. Donc je pense que chacun doit assumer ses responsabilités. Moi, j'aurais été pour qu'il soit jugé, même si physiquement, il n'est plus en situation d'être jugé, tout le monde le sait. Mais en tout cas, cette période-là doit être analysée, doit être autopsiée. Elle se fait à travers, il y a son propre frère qui avait pris en charge le pouvoir en réalité, mais il y a tout l'entourage. Vous avez 2 ou 3 ex-premiers ministres en réalité, vous avez plusieurs ministres, plusieurs officiers de l'armée, des services. C'est un séisme politique. Et donc, le procès du régime Bouteflika est en train de se faire. Il s'est fait et il est en train de se faire. Peut-être que les Algériens n'en ont pas vraiment conscience parce qu'ils ne perçoivent pas directement. Mais ce qui se passe, c'est complètement incroyable pour l'Algérie. Donc, je pense qu'avec le temps,
les gens vont petit à petit s'apercevoir que le changement va venir par d'abord la composante humaine qui, par son éducation, son niveau, son instruction, va insuffler quelque chose de nouveau à l'intérieur des institutions. Et que petit à petit, les institutions constitutionnelles doivent prendre toute leur place, doivent récupérer toutes leurs prérogatives légales, et que de cette façon, on rentre dans le moule d'un état de droit comme partout ailleurs. Cette constitution, je vous assure qu'elle peut être classée parmi des constitutions extrêmement intéressantes et extrêmement, qui appellent à la construction de l'état de droit. Maintenant, il s'agit de la mettre en application. C'est ce que nous disions au moment du référendum. Oui, cette constitution apporte beaucoup d'éléments nouveaux et intéressants. Encore faut-il que la société en tant que telle l'intègre et la mette en pratique. Et là, c'est de notre ressort à tous, c'est notre responsabilité à tous. Écoutez, nous sommes à l'aube d'un changement qui se fait peut-être au forceps, un peu difficilement. Je comprends parfaitement qu'il y ait beaucoup de méfiance de la part de larges franges de la population. Je comprends aussi que c'est le moment où des idéologies se sont activées, chacune essaye de gagner ses parts de marché. Mais je pense aussi que dans cette douleur-là, le pays est en train d'avancer. Sa société est en train de changer, le comportement des citoyens évolue qualitativement. Vous avez des hommes et des femmes qui rentrent dans la modernité. Encore faut-il aider cette société à comprendre ce qu'est une modernité et à construire une modernité algérienne. On n'est pas obligé de retranscrire les modernités d'ailleurs et les ramener ici. Il faut aller vers la stabilisation de notre nation. Il faut avoir un État digne de ce nom, qui soit solide, parce que nous vivons à une ère géopolitique extrêmement dangereuse, où les États fragiles risquent de se briser à tout moment. Donc on a besoin de renforcer l'État algérien, non pas par la force brutale, mais par la légitimité, par la confiance, par le travail pédagogique, par la participation de tous. Je sais que c'est difficile, je sais que les Algériens ont vécu des périodes compliquées et il n'est pas facile d'avoir de nouveau leur confiance, mais je pense et je suis persuadé que c'est le langage de la vérité. Chacun portant sa vérité, mais éviter les louvoiements, éviter les faux fuyants, éviter le double discours. C'est de cette façon-là que petit à petit on restabilise la société et là elle pourra exprimer son potentiel et elle pourra aller très loin. Je pense que ce 21e siècle verra une Algérie beaucoup plus forte, beaucoup plus sereine, beaucoup plus prospère. Elle a tous les moyens, elle dépend de la volonté de ses enfants. Sahar Mdankom, merci bien.